Corps à corps. Alors bon, il se trouve toujours du grain à moudre, nos amis fact-checkers, vous l'avez entendu, on en a parlé avec Didier Mellisso, mais alors quand même le dernier titre vraiment nous a interpellés et nous permet de reprendre un peu tous ces sujets de fact-checkers et surtout de démocratie et de ce qu'est le peuple aujourd'hui et de ce que nous recherchons nous en tant que peuple. C'est l'article de Rudi Reichstadt dans Le Parisien publié le 15 décembre, voilà son titre, Le populisme contre la démocratie. Je vous lis le chapeau. Faire de la démocratie libérale représentative une fausse démocratie sous le prétexte qu'elle est imparfaite, quel meilleur service rendre aux régimes autoritaires. Voilà, moi je vous rappelle que Rudi Reichstadt est donc le directeur de Conspiracy Watch et de l'Observatoire du complotisme et qu'il est invité partout et subventionné même, en tout cas mis en avant par l'éducation nationale désormais. Alors voilà ce qu'on peut lire dans son article. On ne devrait pas s'étonner de trouver de si mauvais démocrates invoquer à tout bout de champ le peuple et la démocratie. D'abord parce qu'il n'est pas nouveau que la critique radicale de la démocratie soit menée au nom d'une démocratie théorique, complètement utopique, mais réputée plus authentique que la seule forme de démocratie que nous connaissons pourtant, la démocratie libérale représentative. Voilà, et puis ensuite un petit peu plus loin, là, c'est là que ça se corse vraiment, parce qu'elle est perfectible, d'aucuns considèrent la démocratie comme un simulacre. Relativisme dangereux, nous dit Rudi. En faisant de la démocratie libérale représentative une fausse démocratie, sous le prétexte qu'elle est imparfaite, il gomme la différence de nature qui la distingue radicalement des régimes dits illibéraux et autoritaires. Et alors il se pose la question, quel meilleur service rendre à ces derniers dans un monde en proie à sa plus forte récession démocratique depuis un demi-siècle? Et alors la suite est intéressante aussi. Si ce qu'on appelle démocratie n'est que le masque derrière lequel se cache une caste de privilégiés corrompus, les fameux oligarques, comme disent les populistes, donc nous, il y a alors urgence à rendre le pouvoir au peuple. Là, on est plutôt d'accord avec lui, sauf que lui, il n'est pas d'accord en fait. On reconnaît là le mantra de tous les populismes. Il suggère qu'un petit groupe de parasites, donc le populisme, aurait dérobé le pouvoir au seul et unique dépositaire, légitime de la souveraineté. Voilà. Notre ami donc s'est amusé à faire une réflexion théorique sur le peuple qui, en voulant une démocratie parfaite, c'est-à-dire une démocratie qui fonctionne et qui respecterait ses institutions, dénierait par cela même le principe de démocratie. Et il dit, parce que la démocratie, en fait, au passage de tout ce que fait la démocratie, c'est un ethos. Alors c'est une civilisation, une manière d'être dans la cité, un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. Voilà. Donc en gros, quand on n'est pas dans le bon ethos, on n'est peut-être pas dans la bonne démocratie. C'est ce qu'il faut comprendre de Rudi Reichstadt. On voulait en parler évidemment de ça et de la vraie démocratie et de ce qui se passe réellement dans le monde. Parlons de la Roumanie, parlons de la Géorgie, parlons de ce qui s'est passé aux États-Unis. Tout ça, et puis ce qui se passe en France, tiens, avec un Premier ministre qui représente 36 députés. On peut en parler aussi, et on en parle avec Greg Tabibian et Amélie Ismaili. Bonjour Amélie Ismaili. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, auteure d'une enquête sur le fonds Marianne, on avait déjà un peu parlé avec vous, et fondatrice du site Rechecking. Alors là, justement, une réponse un peu à nos amis, fact-checker, sauf que vous faites du fond. On va en reparler, évidemment. Greg Tabibian, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio. Ben oui. De si bon matin. Mais c'est à 2 minutes. Je rappelle que vous êtes humoriste, influenceur, journaliste, fondateur de la chaîne YouTube Je suis pas content TV. Alors peut-être Amélie Ismaili, pour commencer, une première réaction à cette tribune de notre ami Rudi Reichstadt. Alors j'aurais une réaction sur la tribune, mais j'ai aussi une réaction, je voudrais en parler après parce que je suis passée, grâce à vous Clémence, c'est grâce à l'équipe de Toxin, je suis passée sur Conspizat. Ah et bon, j'ai eu le plaisir, je suis vraiment ravie de... Oui. J'ai eu le plaisir de voir un extrait de moi dans mon dernier passage chez vous. Et c'est un extrait que j'aimerais commenter beaucoup parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire avec dessus. Plaisir, mais écoutez, mais quel honneur, on va fêter ça. Bah oui, là je pense qu'il faut fêter ça. Oui. Donc déjà je voulais vous remercier. Je salue Didier qui était avant nous et qui a dit des mots extrêmement justes sur tout ça. Et puis je salue mon ami Greg aussi que je retrouve ici avec plaisir. Oui, dans cette tribune, moi je l'ai commentée déjà sur X.
parce que de toute façon, en fait, ce qui est au-delà on pourrait se dire la bêtise abyssale qu'il y a derrière toutes ces espèces de sophismes qui consistent à dire que alors, la vraie démocratie, c'est potentiellement quelque chose de dangereux. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose qu'on a eu qui vient aussi de la Fondation Jean Jaurès. Vous savez, la Fondation Jean Jaurès, c'est un petit peu la maison mère de M. Reichstadt, qui en fait a commencé dans ce think tank. C'est un think tank qui, à un moment, a appartenu, alors, en tout cas, au moment de sa création, a été financé par la National Endowment for Democracy, semble-t-il. Ça, c'était une source. Enfin, l'information venait du monde diplomatique. Et la National Endowment for Democracy, il faut quand même le rappeler, c'est une ONG qui est en fait une couverture de la CIA. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est quelque chose qui a été dit par son fondateur lui-même. Le fondateur de la National Endowment for Democracy a dit tout ce qu'on fait, c'est ce que faisait la CIA, tout simplement. Donc voilà. Donc la Fondation Jean Jaurès, en fait, avait fait un sondage il n'y a pas si longtemps en expliquant que la population française était de moins en moins attachée à la démocratie. Et ce qui était intéressant, c'est que dans les questions du sondage, vous avez une des questions qui était considérée comme une méfiance à l'égard de la démocratie, c'était est-ce que vous souhaitez une démocratie plus directe? Est-ce que vous souhaitez notamment un RIC, donc un référendum d'initiative populaire, etc. Et ça, c'était considéré comme quelque chose, comme une méfiance à l'égard de la démocratie. On est dans quelque chose de complètement, une inversion accusatoire, on pourrait dire même une inversion des mots, une inversion du sens des mots. Et c'est exactement ce que fait Rudi Reichstadt dans cette tribune. Il inverse le sens des mots. C'est un peu comme si, on peut se dire, il ne comprend pas la définition même de la démocratie, c'est-à-dire démos, c'est Kratos, démos, le peuple, Kratos, donc le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, la vraie démocratie directe, elle n'existe pas, elle n'est pas possible. Voilà. Puis ça serait quelque chose de mauvais. C'est un idéal dangereux, oui, utopique et dangereux. C'est un idéal dangereux parce que imaginez, on fait voter les gueux, mais je ne leur même pas voter. C'est-à-dire que vous imaginez que les gueux votent les lois. Enfin, ça serait quand même complètement lunaire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond très très bien à l'idéologie de M. Reichstadt et correspond très très bien à l'idéologie d'une élite. Je n'aime pas le terme élite, hein, comme beaucoup de gens. Parce que c'est un terme noble à la base élite, et on va dire une classe supérieure qui est une toute petite minorité de personnes qui pensent que parce que ils ont fait assez des pieds et des mains pour être médiatisés et pour, on va dire, avoir des alliances avec le pouvoir en place, ces gens-là le méritent et donc ça doit être à eux de diriger. Et c'est en fait finalement quand vous comprenez ce qu'est l'idéologie anticomplotiste, hein, parce que autant on ne peut pas cerner ce qu'est le complotisme, hein, ils n'y arrivent pas eux-mêmes, hein, vous avez même il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question, c'est impossible de savoir qu'est-ce que la définition du complotisme, hein, c'est un terme fourre-tout, absolument fourre-tout. Ça c'est quelque chose, j'aime beaucoup M. Reichstadt qui parle toujours des experts, etc., ou de la science. Là on est sur un truc qui est complètement anti-scientifique, absolument. Et là, ce qu'il explique, c'est que, en fait, dans l'idéologie anticomplotiste, ça consiste à traiter de complotisme tout ce qui pourrait être une méfiance à l'égard des institutions ou à l'égard des instances gouvernantes. Le fait de pouvoir manifester une méfiance ou un doute sur le fait que nos gouvernants ne travaillent pas forcément pour notre bien, c'est du complotisme. Mais ça va même plus loin, c'est pas une méfiance à l'égard des institutions dont il parle, c'est plutôt le fait de vouloir que les institutions fonctionnent telles qu'elles devraient fonctionner. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je vous dis ce qui est prôné par Rudi Reichstadt, bien sûr que ce discours n'a aucun sens. C'est même pas mais c'est le fait, si vous voulez, je ne crois pas que c'est ce qu'il pense vraiment. Je pense que M. Reichstadt est quelqu'un qui a bien compris comment fonctionne son discours et qui est dans une logique de propagande. Je ne crois pas ça de d'autres personnes, genre des fact-checkers, etc. Je pense qu'eux, ils font un travail sincère.
Mais dans le cas de M. Reichstadt, je pense que c'est un idéologue qui est là pour servir une idéologie, quel que soit le prix, c'est-à-dire malgré un manque d'honnêteté, etc. Donc oui, là, derrière cette idée de cette fausse idée de la démocratie ne peut pas fonctionner réellement, etc., ou le fait d'avoir une méfiance, c'est un discours dangereux, etc. Et en fait, il y a toujours l'idée de se séparer du peuple et de dire que le peuple ne pense pas bien, ne réfléchit pas bien, et donc il est potentiellement dangereux. Le fait qu'il puisse réfléchir et se douter des instances gouvernantes, c'est quelque chose de dangereux. Donc on voit bien que dans ce discours-là, dans cette tribune, il met en place cette distinction entre le populisme et la démocratie, qui sont pour lui deux choses différentes. Et la démocratie, cette démocratie noble, entre guillemets, dont il parle, c'est celle qui a donc ce fameux ethos, cette civilisation, cette manière d'être dans la cité, comme il aime le dire. Et on comprend là qu'il faut finalement intégrer une certaine manière d'être pour être reconnu démocrate. C'est ça qui est intéressant. C'est une espèce de soft power qu'il faut avoir ingéré. C'est ça. C'est une fausse analogie. Bon, tu as déjà tout résumé, mais c'est une fausse analogie parce qu'en fait, il va mettre d'un côté la démocratie, qui est une forme d'organisation du pouvoir avec des règles spécifiques. Alors, il y a des sociétés plus ou moins démocratiques. Et puis, le populisme, qui lui est un sentiment qui peut se manifester aussi en démocratie. Donc, c'est absurde. En fait, pour prolonger sur ce que tu dis, Rudi Reichstadt était quelqu'un qui, à la différence d'autres personnes, je pense, a quelque chose de fondamentalement malhonnête. Il fait semblant de ne pas comprendre. Son papier n'est pas inintéressant, mais n'importe quel prof de lycée lui aurait mis un hors-sujet. C'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas comprendre ce que les gens critiquent. C'est-à-dire que les gens qui vont aller critiquer le fonctionnement spécifique du pouvoir politique en France, particulièrement macronistes, vont être ramenés à des gens qui sont critiques de la démocratie libérale en tant que telle. Et tout le monde n'est pas Étienne Chouard. C'est-à-dire qu'il essaie de faire croire que pour les gens qui vont critiquer Macron, sont tous des gens qui sont contre la démocratie représentative, qui veulent une démocratie directe, qui veulent quelque chose. Alors qu'en fait, non. Dire tout simplement qu'un président qui ne tient pas compte d'une élection législative, c'est un problème. Un président qui organise, qui a organisé pendant les Gilets jaunes, et ça continue maintenant, des arrestations arbitraires, comme on n'en a pas connu depuis Vichy. Mais bien sûr. C'est quelque chose qui peut être critiqué. On n'a pas les contre-pouvoirs d'une institution qu'on pourrait attendre. Donc, et du coup, on en arrive à ce contre-pied dingue où il doit faire passer des gens qui sont pour le référendum d'initiative citoyenne, pour un contrôle strict des élus, pour des ennemis de la démocratie. C'est très compliqué. S'il me faisait une critique un peu platonicienne de dire... Lui ne parle pas du RIC, il parle de gadgets tels que notre édifice. Une volonté féroce autant que puérile de faire table rase de notre édifice démocratique au moyen de gadgets tels que le tirage au sort, le mandat impératif ou la réinvention des soviets sous le nom de maison du peuple. Oui, bien sûr, c'est ça. Tout le monde dit ça. Personne ne parle de ça. En fait, on a le droit de dire 37 affaires de corruption majeure dans les 2 premiers cercles du pouvoir en 7 ans, c'est un problème. L'annulation ou le fait de ne pas tenir compte d'une dissolution et d'élections législatives, c'est un problème. Les arrestations préventives, c'est un problème. Quand Castaner, ça on l'avait oublié aux élections législatives de 2017, heureusement le Conseil d'État avait dit c'est hors de question, on veut faire voter une loi pour que les communes de moins de X habitants, je ne sais plus, soient considérées, quel que soit le vote, comme des communes sans étiquette. Et qu'il y avait des gens qui avaient fait les stats post-résultats, ça faisait passer les résultats de LREM à ces élections de 17% à 82%. Bon, en fait, il y a un problème. On a le droit de dire qu'une telle utilisation du 49.3 est un problème. Et encore, il est mineur comparé aux autres. Donc, critiquer qu'on a un système qui est devenu fou, on a un président de la République qui est devenu fou, on a des institutions qui sont devenues folles et qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et il y aurait à redire sur la Constitution de 58. Bien sûr. Qui nécessite des hommes beaucoup trop vertueux pour notre siècle. On peut critiquer ça, mais pour lui, dès qu'on critique ça, on est automatiquement critique de la démocratie libérale. 90% des gens qui étaient des Gilets jaunes sont des gens qui sont favorables à la démocratie libérale, précisément. Et il fait semblant de... Il y a 15 vieux marxistes qui sont paumés et qui disent « il faut abolir le Parlement et mettre des maisons populaires ». Il y en a 15. Et puis, il y a 30 fascistes qui disent, au bout d'un moment, il faut un nouveau Mussolini. Mais en fait, c'est ridicule comparé à la masse de millions de gens. Et il fait semblant de ne pas le voir. C'est le boulot de Reichstadt. Vous critiquez le système en place, le pouvoir politique en place. Vous êtes critique du système, c'est-à-dire du principe de démocratie libérale. Et toutes ces chroniques
ce n'est que ça en boucle. Voilà, donc il faudrait pas lui accorder tant de temps, finalement ce n'est qu'un Rudi Reichstadt, j'ai envie de dire. Ah si, mais quand il prend 200 000 balles par an avec mes impôts, on va lui accorder un peu de temps à ce voilà, il y a ça, il y a le fonds Marianne, et il y a aussi le problème qu'il est représentatif d'un mouvement de pensée qui, lui, est beaucoup plus général, parce que lui... Et qu'il cache. Oui, Rudi Reichstadt est un atlantiste néoconservateur qui s'est fait passer pendant 25 ans pour un socialiste de gauche, pour un mec de gauche. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Mais il y a une époque où, quand le Mélenchon bashing était moins populaire, c'était pas très mis en avant que l'homme politique quasiment 70% du temps d'attention, c'était Mélenchon. Il s'est fait quand même passer, parce que ce petit milieu du fact-checking, les Julien Pain, les Mendes France, sont d'authentiques socialo-bobos, et lui n'en est pas un. Lui, c'est un néocons. Et il a essayé quand même pendant pas mal de temps de le masquer. Vous vouliez réagir à ça, Amélie? Oui, parce que je suis pas entièrement d'accord avec toi, Greg, ça peut arriver de temps en temps. Je suis pas sûre, il a caché. Moi, de ce que j'ai vu de Rudi Reichstadt, et tu sais à quel point j'ai bien étudié le personnage, il n'a jamais... Alors oui, peut-être le côté socialo-bobo, effectivement, comme tu dis, où les fact-checkers sont clairement beaucoup plus des personnes beaucoup plus proches de la gauche, effectivement, que quelqu'un comme Reichstadt. Mais Reichstadt, si tu regardes en fait la comparaison du nombre d'articles qui a été fait sur Marine Le Pen, par exemple, ou sur l'extrême droite, et le nombre d'articles qui a été fait sur Jean-Luc Mélenchon, je peux t'assurer qu'il y en a plus sur Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme Reichstadt, Mélenchon est limite plus dangereux. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais Mélenchon est plus dangereux pour Reichstadt que Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment donné, et je regrette, après, moi, je ne crois plus au parti, comme tu le sais, mais à un moment donné, Mélenchon a eu un discours quand même presque souverainiste dans les années 2017. C'est-à-dire, c'était un discours quand même où il était critique à l'égard de l'impérialisme américain, et c'est ça. C'était exactement sur ça qu'il le critique. Ne peut surtout pas supporter. Bien sûr. Maintenant qu'on a quelqu'un... Alors, Marine Le Pen a été un peu plus sur cette ligne-là. On a encore des députés RN comme Jean-Philippe Tanguy qui sont encore un peu plus sur cette ligne-là, mais Bardella ne l'est plus, très clairement. Bardella a embrassé, il veut se faire une image... Bah oui. Digne. Une image de présidentiable. Responsabilité. C'est fini. Voilà, la critique de l'impérialisme américain, c'est fini. Parce que, comme l'avait dit il y a un documentaire de Off Investigation que je conseille, qui est Macron l'Américain. Et il y a un court passage où vous avez un des membres de, je crois, la German Marshall Foundation, qui est un think tank comme la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire que c'est un relais du soft power américain, qui n'est pas toujours si soft que ça. Mais voilà, et donc eux, ils disaient, on ne peut pas, c'est très difficile de gagner une élection française sans être en contact avec les Américains. C'est ce qu'il a dit. Donc, si vous voulez, et Rudi Reichstadt représente cet atlantisme forcené. Il prétend effectivement qu'il ne l'est pas. Il a par exemple dit qu'il n'a jamais été pour la guerre en Irak. Bon, à cette époque-là, il ne parlait, on l'entendait pas, Rudi Reichstadt. C'est difficile de savoir. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça lui arrive de mentir. Ça, on ne peut pas le nier. Donc ça, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il a cette avancée dans nos médias, qu'il est médiatisé, il a un discours qui est complètement aligné sur les intérêts américains. J'ai vu une vidéo de lui, il y a quoi qui date, elle est de 2000. Tu sais, quand on avait regardé toutes ces vidéos, il en sort une en 2023 dans laquelle il te dit que l'idée que les révolutions de couleur puissent avoir été financées ou même appuyées par les États-Unis, la CIA ou Soros, c'est une théorie du complot. Oui. Des trucs qu'on a vus au JT de 20h de TF1. Oui, mais donc on est vraiment sur de la propagande pure. C'est quelque chose qui a été en plus de ça assumé par Georges Soros lui-même. Hein. Oui, on en a une autre de Rudi Reichstadt, cette fois-ci c'est en 2012, et il répond sur la question du rôle de Bachar el-Assad. Je vous propose de regarder ça. Ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup, les faits seraient bien a posteriori
rendraient compte qu'il y a des complots qui sont vrais. Et donc ma question, elle est, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une masse critique qui fait que les élites ne sont plus crues par les peuples, parce que tout simplement, les exemples de l'histoire nous emmènent loin. Et vont beaucoup plus loin même que les pauvres petits complots que l'homme de la rue pourrait penser. Et il me semble qu'on ne peut pas déconnecter les tours du 11 septembre de tout ce qui a été prouvé concernant les armes de destruction massive, sur tout ce qui a été utilisé par la publicité et la propagande des Bush père et fils, ou de Staline, ou d'autres. Et que il me semble que sortir du cadre et s'autoriser à pouvoir penser le complot. Bush, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, c'était pas Staline, c'était pas Hitler non plus, et que les États-Unis aujourd'hui, dans toute leur imperfection, c'est pas l'Allemagne nazie. Donc j'entends ce que vous dites. Évidemment qu'il faut se méfier des régimes autoritaires, de ce que peut dire l'État. Il faut aussi se méfier de certains discours, et c'est ça que j'essaie de porter, qui tentent à les disculper, ces régimes autoritaires. On le voit très clairement avec ce qui se passe en ce moment autour de la Syrie, de toute la propagande pro-régime, pro-Bachar Assad, développée par les mêmes réseaux dont je parlais au début. Voilà. Je sais plus que... Je sais plus, voilà. Mais non, tu sais pas. Voilà, non mais je voudrais qu'on dépasse encore une fois la personne de Rudi Reichstadt et juste, mais c'est intéressant, c'est toujours cette façon de penser finalement, cette ligne. Vous l'avez dit, atlantiste, néocon. Il dit il faut se méfier des États, mais Bush, bon, faut pas s'en méfier. En revanche, Bachar, faut s'en méfier. Alors c'est lui qui va décider à quel moment il faut se méfier ou ne pas se méfier. C'est ça qui m'intéresse, et c'est ça qui aujourd'hui est aussi à l'œuvre dans d'autres pays, comme on peut l'avoir vu en Roumanie, comme on peut l'avoir vu en Géorgie, comme on a pu voir Hillary Clinton prévenir que si il n'avait plus le contrôle des réseaux sociaux, il perdait tout contrôle. On voit bien que ça dépasse cette personne-là, et c'est ça aussi dont je voulais qu'on parle, Eric Tabibian. Ça dépasse qui? Ça dépasse le Rudy pour être vraiment finalement une grande bataille. Oui, il est dépassé partout. Mais oui, c'est une grande bataille. C'est une grande bataille avec un clivage qui se renforce avec Trump, avec les gens qui quittent X, avec une façon de faire de l'information qui va se heurter à une autre. Et puis voilà. Et lui, dans ce marasme-là, essaye de... Je pense que le pouvoir de Rudi Reichstadt ne se situe pas dans ses chroniques ou dans ses propos, ça se situe dans les initiatives qu'il va pouvoir faire avec notre fric ou avec une mise en avant, avec etc. les subventions. Exactement. Donc, lui est une barbouze de ce truc-là, mais ces gens-là ont tous décidé qu'ils allaient partir. De toute façon, ils n'ont pas attendu l'idée du départ de X pour refuser les débats. Rudi Reichstadt ne fait pas de débat. Rudi Reichstadt en a fait un dans sa vie. Ça s'est extrêmement mal passé. Et donc, c'est l'extrait... Voilà. Ah, pardon, je ne voulais pas te couper, mais c'est l'extrait oui. que j'ai diffusé, que vient de diffuser l'équipe Tocsin, et que j'avais diffusé. Et on l'avait vu ensemble, oui. cet extrait. Je te l'avais montré. Parce que, en fait, il y a plusieurs extraits dans la même émission. Ça remonte à 2012, faut quand même rappeler. Donc, on est à longtemps. Il faut un petit détail aussi, c'est que la règle du jeu, c'était un think tank qui était fondé par Monsieur Bernard-Henri. Oui, on ne sait pas. Il est à la règle du jeu. Il faut le préciser aux gens. Il est à ce moment-là. C'est sa grande consécration, c'est qu'on lui propose de passer à la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy et qu'il se retrouve un peu face à ses idoles, quoi. Il se retrouve avec des mecs très calés sur le sujet. Et ça va, comme tu vas nous l'expliquer, très mal se passer pour lui. Ça se passe mal. Je garde plusieurs extraits en réserve, mais en fait l'extrait que j'ai montré, alors il est très long, donc effectivement vous avez dû couper, mais la dame qui parle, elle a une intervention très intéressante où elle explique que parfois, alors non seulement elle parle du fait qu'il y a eu énormément de propagande sur la guerre en Irak et le mensonge des armes de destruction massive, que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une méfiance et que c'est un petit peu normal qu'au bout d'un moment, la personne qui voit qu'on lui a tellement menti sur cette guerre, et après, il se pose des questions sur le World Trade Center. Et elle fait aussi une intervention qui
je pense, met à un moment donné M. Reichstadt en PLS parce qu'elle dit eh bien, elle parlait d'une rescapée de la Shoah, une personne qui était dans les camps, et qui, dans les camps, elle disait on a survécu parce que ma mère était une grande paranoïaque. Oui. Et chaque fois on lui disait on va faire quelque chose et tout, elle imaginait le pire, et c'est grâce à ça qu'elle a survécu. Donc c'est comme ça qu'elle explique que finalement, parfois, le fait d'avoir une méfiance, un petit peu une méfiance à l'égard du complot, ça peut être salvateur pour une civilisation. Et ça, c'est un argument qui est imparable. Donc évidemment, M. Reichstadt, il répond complètement à côté. C'est-à-dire, il répond par... c'est une espèce de la palissade, c'est-à-dire on dit ah oui mais c'est pas pareil, voilà. C'est pas pareil, c'est pas la nazie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça remonte à 2012 tout ça, donc non seulement il cite le fait de Bachar al-Assad, face à Bachar al-Assad maintenant on a, alors ce sont des rebelles modérés, voilà, des islamistes pragmatiques, comme dans Le Parisien. On essaye de faire... Le même Parisien donc, qui publie Rudy. Voilà. On rappelle que ce sont quand même... Alors, les organisations affiliées à Al-Qaïda, ce sont des gens qui ont fait des génocides du Yézidi, etc. Je ne suis pas en train de dire « Bachar al-Assad, c'était mieux », pas du tout. Bachar al-Assad a commis des crimes qui sont quand même très documentés, c'est pas la question. Mais il y a aussi des groupes terroristes qui ont fait des choses immondes, ont commis des massacres immondes en Syrie. Et bien, le THS fait partie un petit peu de ces organisations-là. Donc, leur faire maintenant une espèce de les blanchir comme ça dit quelque chose de très important sur les logiques d'influence qui sont derrière. Et en fait, là, on a un Reichstadt pareil qui va dire de toute façon, il y a toujours le pire. Et il faut écouter ce qui est le pire. Donc, le pire, c'était l'Allemagne nazie, c'est pas Bush. Bush qui a provoqué, alors pas lui seul, c'est pas Bush lui-même qui a fait ce sont finalement les mêmes acteurs, les néoconservateurs de l'État américain, qui ont fait un génocide plus d'1 million de morts quand même en Irak. Donc c'est pas du tout rien, quoi, finalement. Et ce monsieur-là va nous dire oui, mais de toute façon, oui, mais c'est pas des comparaisons, c'est pas comparable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, monsieur Reichstadt, il va nous dire oui, mais alors on est toujours aux États-Unis, mais Trump, quand même, il a un discours fascisant. Voilà. Donc là, par contre, la comparaison, on y a droit pour Trump. Pourquoi ? Parce que Trump, c'est quelqu'un qui s'est opposé à ces néoconservateurs-là, qui est dans une logique plus, on va dire, alors, on va dire complètement pacifique non plus, mais en tout cas, il est dans une logique de négociation plus pacifique par rapport aux néoconservateurs américains et surtout par rapport à la frange démocrate, parce que maintenant, il faut savoir que le néoconservatisme américain est complètement passé du côté des démocrates et surtout du côté des influences du clan Clinton. Oui. Et c'est ça pour lui, c'est cette logique il y a toujours un ennemi pire. Et il faut toujours diaboliser l'ennemi. Mais l'ennemi, évidemment, à géométrie variable. Ouais. Et je le soulignais tout à l'heure, mais c'est intéressant et finalement ça ne fait que écho encore à ce que nous disions. C'est le Parisien qui publie la tribune de Rudy Reichstadt. C'est aussi le Parisien qui parlait de radical pragmatique pour nos nouveaux amis de Syrie. Et puis c'est le Parisien qui a un plan de licenciement massif en ce moment. Donc on voit bien quand même que tout ce monde-là se porte, on va dire, envoie des signaux peut-être plus forts encore, essaye une dernière fois de combattre son ennemi, mais on voit bien qu'il se porte mal finalement. Il se porte mal parce que combien ils ont réinjecté dans l'IB, là, 15 millions là, ce matin, parce que sinon ça tient pas. Oui, tout à fait. Bon, ils savent très bien qu'en fait ils survivent sous perfusion. Donc ils sont terrifiés à l'idée qu'un pouvoir qui déciderait de faire le grand ménage médiatique dont nous avons besoin puisse apparaître. Et le grand ménage médiatique, c'est pas de virer les gens, c'est de leur dire, maintenant, à partir de maintenant, si vous voulez survivre, vous avez qu'à bosser, vous avez qu'à faire des trucs que les gens aient envie d'écouter et envie de lire. Donc, oui, si effectivement tout le monde jouait selon les mêmes règles, il y a libération, personne ne regarderait ce truc-là, personne n'écouterait, personne ne lirait le Parisien. Donc, ils savent très bien qu'ils sont en danger. Et les fact-checkers sont encore plus en danger, parce qu'eux sont les troisièmes couteaux du journalisme, quoi. C'est vraiment des gens qui servent à rien, qui connaissent rien à leur sujet, qui reproduisent des copier-coller de
papers américains et de trucs, et ça se voit quand on les regarde, ça donne des chroniques qui n'ont pas de sens, parce qu'en fait, ils recopient-collent. Tu citais tout à l'heure des organisations, il y en a aussi une qui est très souvent derrière Reichstag, et qui, on avait vu toutes leurs vidéos, dans 70% des cas, c'est leur source qui s'appelle l'ISD, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, l'Institute of Strategic Dialogue, qui est là aussi un truc qui est un paravent de la CIA monstrueux. Et je dis pas qu'il reçoit qui a été financé par le fonds Marianne. Et voilà, donc ça, encore, oui, ça tourne en rond. Ah non, mais c'est pire que ça. Ils ont non seulement financé a été financé par le fonds Marianne, mais ce qui est dit dans le rapport, alors je le dis parce que comme Conspizap nous regarde, parce que donc maintenant on a la preuve un petit de coucou. ça, donc je suis ravie. Et comme ils mettent en fait en avant de ces fameux petits Conspizap, ils mettent, je cite, ces informations. En gros, ces informations-là revêtent un caractère conspirationniste ou émanent de personnalités évoluant dans la sphère conspirationniste. Ils ne constituent en aucun cas des informations fiables et vérifiées. Alors ça, moi, j'adore quand ils me disent des choses comme ça parce que j'ai évidemment toutes les sources Greg peut en témoigner complètement à quel point je suis obsessionnelle sur les sources. Et là, juste sur l'ISD, je fais dans Conspizap, en fait, je dis notamment qu'il y a des liens affiliés, alors j'ai dit l'état profond, mais ça, c'est un terme qui est utilisé par certains chercheurs, en tout cas qui sont financés par des organisations de l'État américain qui font de l'influence étrangère, et c'est le cas d'Institute for Strategic Dialogue. Donc, il y a quand même une question d'ingérence qui se pose derrière ce fonds Marianne. Et surtout, l'Institut for Strategic Dialogue, ils ont fait tout un tas de rapports qui montrent vraiment une logique d'aller décrédibiliser des ennemis et, si possible, les censurer. C'est vraiment ça, c'est la logique, les censurer. Et quand on dit les censurer, c'est-à-dire, et c'est clairement pas, on ne cherche pas à censurer l'islamisme radical. Non. Ça n'a aucun rapport avec... bien sûr. On mettait des fiches sur M. Philippot, sur M. Asselineau, etc. Même s'ils tentent maladroitement de faire des liens entre l'islam radical et l'extrême droite. Mais ça veut quand même dire une chose, finalement, tout ça, c'est qu'on débranche ces financements-là. Ils sont tous morts. Parce que, regardez-nous, par exemple, regardez-vous, Greg Tabibien. Il est mort. Nous on s'auto-nourrit, on s'auto-finance, grâce à nos chers auditeurs qui nous écoutent, d'ailleurs. Je rappelle que vous pouvez faire un don à toxin-media.fr. Mais je veux dire, justement, on est porté par les gens qui veulent nous écouter. Mais ces gens-là ne sont poussés que par une volonté qui les finance. Si on coupe ce canal... Ils sont morts, ils ne sont plus rien. Ils ont rien. Ils font des vidéos ils font des vidéos à 3000 vues, ils font des podcasts comme on fait là. Et est-ce que vous avez vu la vidéo d'appel aux dons de Rudi Reichstadt ? Non. Il fait une vidéo d'appel aux dons pour dire qu'ils ont besoin de financement. Écoute, ils ont une émission. On est là. Je vais pas dire qu'il faut licencier des gens. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Mais regarde, on est deux, on est machin. Ils ont un podcast qui s'appelle Les Déconspirateurs. On connaît, on s'est fait l'intègre. Tu l'as vu ou pas la vidéo d'appel aux dons, Amélie ? Oui, bien sûr. Il est là. C'est trois personnes qui discutent avec des cams comme vous avez là. Il y a 2 micros, d'ailleurs, ils sont branchés une fois sur 2. Très bien nos cams. Voilà, il n'y a pas d'insert. Quand ils reçoivent un mec qui vient vendre un bouquin, il n'y a même pas un bandeau avec un truc. C'est cuté début, fin, il n'y a pas de coupe, on laisse l'émission. Et il dit, une émission comme ça revient à 7 900 €. Oui. C'est pas 7 900 balles. La matinale que vous avez fait ce matin, mais en version le tiers de la durée. Oui. 7 900 balles, oui. Et on en fait une par mois. 7 900 boules, il demande. Et il a le culot, en plus, dans la vidéo, de dire « Mais vous pensez que c'est beaucoup, mais c'est rien, parce que certains youtubeurs, je ne dirai pas les noms, font même des vidéos qui peuvent monter jusqu'à 150, 200 000 €. » Non, mais abruti, pardon, je vais pas dire abruti. Oui, c'est les vidéos de Squeezie. Il y a des plans en drone, ils sautent avec des jeeps en hélico. Il y a 500 guests ramenés de Los Angeles. Bah oui, mais toi, tu fais des podcasts avec tes potes pour répéter les mêmes trucs. Et résultat des comptes, asphyxion d'une certaine façon le canal financier. C'est pour ça, ils savent pas bosser. Ils savent pas bosser pour pas cher. Ils connaissent pas le système D. Même pas pour pas cher, ils savent pas bosser. Enfin, ils ne sont que là quand ils sont alimentés, quand on leur donne la gamelle. Donc, et puis ils ont besoin d'intermédiaires. Les gens ne veulent pas aller les voir. Mais les gens ne veulent pas les voir. Parce que il faut quand même rappeler... Mais on a dépassé les horaires, oui, allez-y. Et ouais, juste 2 minutes, parce que c'est quand même quelque chose de très important à rappeler. Parce que je vois toujours, il a volé... Il y a eu l'argent du fonds Marianne sur M. Reichstadt, etc.
Non mais attendez, messieurs, dames, 60 000 euros, c'était rien. C'était pas du tout, c'était rien. L'association de Ricky Repsat touche au minimum, c'est une estimation que j'ai faite à la baisse, qui n'est fondée, encore une fois, je le rappelle pour messieurs, dames des conspizap, que c'est des données publiques. N'importe qui peut les trouver sur Internet. Ces données-là touchent au minimum 130 000 euros par an d'argent public. 130 000 euros. Parce que vous avez ces fameux 60 000 euros. Il faut savoir qu'à l'époque, le CIPDR, qui est l'organisation en fait, qui a financé entre guillemets, le fonds Marianne, il touchait que 30 000 euros avant ça. Le fonds Marianne, ça a été l'occasion de doubler cette subvention-là. Ensuite, il touche, alors Greg, je ne peux pas en témoigner, il touche aussi parfois certaines subventions pour un concours. Voilà, il y a eu un concours qui a fait qu'une année, et bien quand même, la subvention, elle tombe encore toute l'année. Donc, en accumulant toutes ces subventions-là, c'est à peu près 130 000 euros par an, sachant qu'il a dit en commission d'enquête sénatoriale que c'était la moitié du budget, l'argent public. Donc on est à 200 000. Donc, bon, M. Repsat peut parler, mais c'est pas trop mal en termes de budget. On est autour quand même de 260 000 euros par an pour faire 1000 vues à tout casser dans les meilleurs moments. Bon, il y a quand même des questions qui se posent dans toute cette perfusion. Et après, il demande encore des dons. Mais on parle l'argent, quoi. Il montre les notes de frais, les trucs, parce que ça veut dire qu'il a 25K par mois pour faire son podcast et ses mises à jour de fiches. Mais bon, encore une fois, le problème, il faut vraiment considérer le problème comme dépassant cette personne-là, mais c'est tout un... Ça soulève des problèmes. Tous les problèmes, il y en a plein, et je pense qu'on peut les résumer simplement. Il y a le problème de l'entrisme américain en France, il y a le problème de l'information. Il y a le problème aussi, qui est un problème dont on parle beaucoup en ce moment, de la gabegie d'argent public. À un moment, il y a des trucs qu'il faut couper. Il n'a pas besoin de 250 000 balles par an. Enfin, il est représentatif de tout, de la gabegie, des dérives du journalisme, de l'entrisme, du néoconservatisme américain. Et surtout de la fin de la démocratie, pour le coup. Et lui est un acteur de la fin de la démocratie. De la démocratie à la Ursula von der Leyen, la démocratie des commissions européennes, la démocratie des personnes pour lesquelles on n'a pas voté. C'était le sujet de cette émission. La démocratie sans le démos, on l'a bien compris, c'est ce que voulait finalement dans cette tribune Rudy Reichstadt. Merci beaucoup Greg Tabibian et Amélie Ismaili. Amélie Ismaili, je rappelle que vous êtes journaliste indépendante, fondatrice du site Roadchecking, et vous Greg Tabibian, je suis pas content TV. Merci à tous les deux, merci à vous tous sur Tocsin. On est 8300, je pense qu'on est devant France 24. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, largement, oh là là, non, on pose même plus la question. Merci infiniment, des pouces, des cœurs, des likes, vous nous aidez, vous nous soutenez, vous nous financez, vous pouvez le faire encore et toujours, on a besoin de vous le savez. Nous ne vivons que par votre aide tous les jours et quotidienne, et surtout ça nous permet de vivre sur le long terme si vous nous faites un don régulier. Donc pour ça, tocsin-media.fr/soutien. Et